Donc, après avoir vu les types de normes, on va prendre un exemple maintenant d'une norme Codex Alimentarius. Donc, on a vu dans les séances de cours qu'il existe plusieurs organismes de certification, bien organismes de normalisation, savoir l'ISO, l'AFNOR, Codex, ainsi de suite. On va prendre l'exemple de cette norme de l'huile d'olive. Premièrement, pour chaque norme, on a ce qu'on appelle donc des révisions. Vous voyez ici donc cette norme est adoptée en 81, puis des révisions 89, 2003, 2015, ainsi de suite. On a vu l'objectif de ces révisions dans le TD. La première des choses qu'on voit ici, c'est le champ d'application. Chaque norme, chaque loi, chaque standard a ce qu'on appelle un champ d'application, c'est-à-dire sur quel denrée alimentaire, sur quel secteur cette norme est appliquée. La présente norme s'applique aux huiles d'olive et aux huiles de grignon d'olive décrites dans la section 2, présentée dans un état propre à la consommation humaine. On va voir plus de détails par la suite. Deuxièmement, la description. La description vient décrire ici la denrée alimentaire, ce n'est pas décrire la norme elle-même. Chaque denrée alimentaire a une définition, des conditions. Par exemple, on lit ici l'huile d'olive et l'huile provenant uniquement de fruits d'olivier, bien sûr, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant. On comprend ici, par exemple, que n'importe quelle huile issue de fruits d'olivier dont le processus a été par l'utilisation d'un solvant n'est pas une huile d'olive selon cette norme. Ou par procédé de réestivication ou tout mélange qui existe dans le marché, par exemple des huiles d'assaisonnement qui contient une quantité d'huile d'olive, la nomenclature ne sera pas donc une huile d'olive, selon cette norme toujours. On a une deuxième description, les huiles d'olive vierges, qui sont des huiles obtenues toujours de fruits de l'olivier, mais uniquement par des procédés mécaniques ou des procédés physiques dans des conditions particulièrement thermiques, ce qu'on appelle la première pression à froid. Il est interdit d'utiliser la chaleur dans l'extraction d'une huile d'olive vierge. Donc, cette condition, on appelle ça, on a pris, à chaque fois on prend cet exemple dans les séances de cours, on dit que une huile d'olive vierge est une huile issue de la première extraction, ou bien première pression à froid, ça veut dire interdit d'utilisation à la chaleur, et sans l'utilisation de n'importe quel traitement que, à part le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. La troisième description ici, ou bien le troisième type de l'huile, c'est l'huile de grignon de l'olive. C'est-à-dire, c'est une huile obtenue par traitement au solvant, ici la différence, autre que le solvant halogéné ou par des procédés physiques des grignons d'olive à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestification ou tout mélange, bien sûr, avec des huiles d'autre nature. Une huile, ici, on peut voir donc la différence entre une huile d'olive vierge et une huile d'olive ou bien une huile de grignon d'olive. Ici, on comprend que les solvants, bien l'utilisation des solvants est permise. Okay? Troisièmement, donc les facteurs essentiels de composition de qualité. Donc on va parler ici de l'acidité. Donc on sait, avant de voir les différents types de l'huile, on a vu que l'acidité d'une huile comestible surtout vient de ce qu'on appelle la quantité des acides gras libres. Pourquoi? Parce que, que veut dire les acides gras libres? Donc les acides gras libres
de la composition ou bien la formule stable de triglycérides. Parce que généralement, plus de 99% généralement, la quasi-totalité des huiles comestibles sont présentées sous la forme de triglycérides. Ou bien tout acide gras libre qui n'est pas relié avec les glycérols, parce que triglycérides, c'est 3 acides gras identiques au nom, avec un glycérol qui est un alcool. Tout acide gras qui sort de cette formule stable va être considéré comme un acide gras libre et va, en quelque sorte, cette quantité va augmenter l'acidité de cette huile. Donc, premièrement, c'est l'huile d'olive vierge, mais extra. Ici, le mot extra veut dire une acidité qui ne dépasse pas donc 0,8 g par 100 g. Donc, huile d'olive vierge, bien sûr, dont l'acidité libre est exprimée en acide oléique, parce que l'acidité des huiles, généralement végétales, elle est exprimée en acide oléique, comme le cas, par exemple, on a fait l'exemple du lait, dont l'acidité est exprimée donc, ou bien en acide lactique. Et au maximum de 0,8 g par 100 g d'huile, et dont les autres caractéristiques correspondent à celles indiquées pour cette catégorie, c'est-à-dire l'huile d'olive vierge. Une huile d'olive vierge, sans le mot, le terme extra, veut dire une huile d'olive vierge qui peut, dont l'acidité peut arriver jusqu'à 2 grammes par 100 grammes. L'acidité de l'huile d'olive vierge peut aller jusqu'à 3,3 grammes par 100 grammes, mais l'appellation sera une huile d'olive vierge courante. Donc on a une huile d'olive vierge extra, une huile d'olive vierge et une huile d'olive vierge courante. La différence entre ces trois, c'est dans l'acidité 0,8, 2 grammes et 3,1 grammes. Et une huile d'olive une huile d'olive raffinée maintenant. Bon, le raffinage, ici donc, on a des avantages et des inconvénients donc en industrie agroalimentaire. Donc parmi les avantages de le raffinage, c'est débarrasser tout ce qui est indésirable. Mais parfois, certaines substances, certains éléments sont indésirables de point de vue technologique, mais ne le sont pas de point de vue nutritionnel, par exemple. Donc, une huile d'olive raffinée, c'est une huile d'olive obtenue à partir des huiles d'olive vierges, bien sûr, par des techniques de raffinage qui n'entraînent pas de modification de la structure glycéridique initiale. Son acidité libre exprimée en acide oléique, automatiquement, le raffinage va diminuer l'acidité. C'est la même chose avec, par exemple, l'huile des huiles comestibles, comme l'huile de soja. On a vu donc l'huile de soja, que le raffinage de l'huile de soja, donc, parmi ses objectifs, c'est ce qu'on appelle la neutralisation, c'est-à-dire la diminution de l'acidité exprimant l'acide oléique. La neutralisation se fait par un traitement, par une base qui est la soude caustique en solution, qui va saponifier les acides gras libres et laisser bien sûr la composition, la formule de triglycérides qui est stable. Ici, une huile d'olive raffinée, l'acidité peut aller jusqu'à 0,3 g par 100 g. Une autre description, c'est l'huile d'olive. Cette nomenclature désigne une huile constituée de la coupage d'une huile d'olive raffinée et des huiles d'olive vierges propres à la consommation humaine. On peut aller aussi, malgré ça, ça ne nous intéresse pas vraiment dans ce module, mais on va voir, on peut aller jusqu'à des huiles de grignon d'olive raffinées et des huiles de grignon d'olive. Bien sûr, la différence, c'est le raffinage. Et on a vu, on va apprendre, c'est-à-dire dans un autre chapitre, qu'on va voir l'effet et l'impact du raffinage sur les corps gras en général et sur les huiles comestibles spécifiquement en détail. Concernant les caractéristiques organoleptiques, donc c'est généralement l'odeur, c'est-à-dire saveur, et on a certaines choses à dire ici, mais on a ici la différence
entre la composition en acide gras, c'est beaucoup plus lorsqu'on va avoir par exemple la différence entre les huiles d'olive vierges et les huiles d'olive raffinées, ou bien du grignon d'olive et de grignon d'olive raffiné. Donc il y a certains acides gras qui ne changent pas de composition. Pourquoi? Parce que ici on va voir, bien on doit savoir l'objectif du raffinage. Et là, comme je vous ai dit donc tout à l'heure, on va le voir en détail dans le chapitre donc, de raffinage. Il reste un point à dire ici avant de terminer donc cet exemple. Il faut, parce que ça, ça sera un très bon exemple par rapport à la réglementation, parce que c'est un module de réglementation. Concernant le dernier point, le 4, le quatrième point, c'est les additifs alimentaires. Pour les huiles d'olive vierge, et là, à chaque fois, on rappelle cette notion, aucun additif n'est autorisé dans ces produits. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, nous avons pris l'exemple par exemple, de l'eau minérale naturelle. À chaque fois, on le prend parce que c'est un exemple type. Une eau minérale naturelle, aucun additif n'est autorisé, aucun traitement donc, chimique, à part peut-être une filtration, n'est autorisé. La même chose ici, pour les huiles d'olive vierges, ok, toutes les huiles d'olive vierges, aucun additif n'est autorisé. La question qui se pose ici, quels sont les additifs alimentaires qui peuvent être donc ajoutés en industrie donc, de corps gras? On a vu, si vous vous rappelez, donc, pour l'huile de soja, donc, pour les huiles végétales comestibles donc, dans le raffinage, et spécifiquement l'huile de soja, parce qu'en Algérie, donc, la majorité des huiles de table sont donc, commercialisées sont des huiles de soja. On a vu que l'acide citrique est ajouté comme additif alimentaire pour des raisons technologiques. L'acide citrique, c'est un antioxydant, bien sûr. Ça va permettre donc une bonne conservation de cette huile comestible pendant 2 années donc, de stockage, ou bien de durée utile de consommation. Une autre chose, on peut ajouter, pour certains industriels, on peut ajouter bêta-carotène aussi comme un antioxydant et comme un correcteur de couleur. On peut corriger donc, la coloration, bien la couleur des huiles par l'ajout de bêta-carotène. Bien sûr, le bêta-carotène ici ajouté, ce sera un bêta-carotène de synthèse. Okay? Et on a vu la différence entre les substances naturelles et les substances de synthèse. Donc c'était grosso modo, donc, brièvement, donc, l'exemple d'une norme codex pour les huiles d'olive. On va voir d'autres exemples dans les prochains TD. Donc ce qui est donc demandé pour cet exemple, c'est de tirer les points essentiels pour chaque point. Donc ça reste les contaminants, donc l'hygiène, l'étiquetage, c'est-à-dire la nomenclature. Et même cette norme donc, donne des méthodes d'analyse d'échantillons, c'est-à-dire ce sont des méthodes aussi donc, standardisées, ce sont des normes d'analyse et des tests qui peuvent être utilisés pour la détermination de plusieurs paramètres, et par exemple la composition de la teneur de stérol, de l'indice de peroxyde, de l'indice de réfraction par exemple. Et on va voir l'importance de chaque test et chaque analyse.